Lisette Lapointe, Jean-Bernard Marchand, Jean-Claude Gobé, Florent Michelot. Jeune loup et vieux lion. Et voici Rémi Trudel. Ce n'est pas Rémi Trudel qui exceptionnellement est du côté de la vieille capitale aujourd'hui. Nicolas Deslauriers avec vous et très heureux de vous retrouver directement du complexe Desjardins. Très heureux d'accueillir les jeunes loups et les vieux lions et qui, une fois de plus, en ont beaucoup à dire à notre grand bonheur, au bonheur de nos oreilles. Une fois de plus, Lisette Lapointe, bonjour. Bonjour, Nicolas. Très heureux de vous retrouver, Lisette, une semaine... C'est un plaisir de vous avoir pour animer nos débats aujourd'hui. C'est très gentil, le plaisir est pour moi. Bien sûr, Jean-Claude Gobé qui est là. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, bonjour. Très heureux d'être parmi vous encore une fois. Certainement. Malgré la température. Ben oui, parce qu'on dit que le sang, on l'a davantage, finalement, en termes de température, on a le sang plus chaud quand on s'en va dans le sud. Quand on revient, on est un petit peu plus frileux. Est-ce que c'est votre cas? Ben non, mais disons que je suis toujours un peu inquiet quand je vois ces jeunes loups aux dents serrées que je me jette dans l'arène avec mon amie Lisette. Est-ce qu'ils vont nous déchiqueter aujourd'hui? Ils sont en forme, en tout cas. Je ne sais pas si l'hiver nous endurcit, mais quand même, la neige est au rendez-vous ce matin. Bonjour, Jean-Bernard Marchand. Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, encore une autre belle semaine d'actualité à commenter. Oh. Alors, on va sauter dans l'arène bientôt. Ça promet. On meurt d'envie. On est impatient. Et Florent Michelot est l'un de ceux-là. Bonjour, Florent. Bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous. D'abord et avant tout, on ne peut passer sous silence ce qui s'est produit dans l'actualité. On avait l'impression que c'était fini, les visites impromptues de l'UPAC du côté de Montréal. En tout cas, certains observateurs disaient, bon, ben maintenant que le hockey est recommencé, il n'y aura plus de visite de l'UPAC, comme s'il y avait un lien. Mais la commission Charbonneau s'essouffle-t-elle? C'est l'une des questions à laquelle on va tenter de répondre tout à l'heure. Mais d'abord et avant tout, il faut comprendre donc justement que l'UPAC, elle, ne semble pas vouloir s'essouffler. Lisette Lapointe, d'abord, visite, elles sont toutes surprises, mais à l'hôtel de ville de Montréal, on dit que Michael Applebaum et l'ex-maire, M. Tremblay, serait bien. Ben, ça a été un choc, je pense, pour les personnes qui étaient à l'intérieur, c'est bien évident, là, tous les fonctionnaires, les élus, mais aussi pour nous, pour la population. On a vu ça à Laval l'automne dernier. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui en est ressorti de ça. On n'a pas eu d'écho de ça. Ouais. Bon, on semble chercher des papiers qui datent de 5, 6, 7, 8 ans. Mais tant mieux s'ils les trouvent. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont avoir de la difficulté à trouver des preuves qui impliquent peut-être le crime organisé ou même du financement illégal. C'est le genre de truc que c'est le cas. Le crime organisé, habituellement, il fonctionne pas avec des factures. Non, d'habitude, on met pas ça sur papier pour ces gens-là, habituellement. Alors, voilà. Est-ce qu'on est tenu, Lisette, pendant que je vous ai tout près de moi, est-ce qu'on est tenu, à votre connaissance, et peut-être qu'il y a d'autres gens qui pourraient répondre, parce qu'on dit que individuellement, on doit absolument tenir nos papiers au moins 5 ans à l'arrière. Au niveau de la vie publique, quand on est par exemple, responsable d'une municipalité, quel que soit notre rôle ou moi, je pense qu'on doit garder nous-mêmes nos papiers très longtemps. Très longtemps quand on est gestionnaire quelque part. Ouais. Donc, on a une responsabilité. C'est vrai que comme citoyen, on dit 5 ans. Mais vous savez, la justice peut toujours reculer aussi loin qu'elle le souhaite. En tout cas, hier, moi, ce que j'ai trouvé intéressant à travers tout ça, c'est les entrevues qu'a donné l'ancien maire Jean Doré. Oui. Je pense que c'était extrêmement pertinent, suite évidemment à tout ce qu'on a vu autour de la commission Charbonneau et de l'intervention de l'UPAC. Absolument. Intéressant, Lisette. On va revenir dans un moment. Jean-Claude Gobé, les premières impressions de cette semaine, on ne peut plus active avec justement un milieu de semaine tout en surprise d'ailleurs à Montréal. Bien. Moi, tout d'abord, ce que je constate, c'est que j'en suis fort aise d'ailleurs, sans entrer dans les détails de l'opération, que la Sûreté du Québec fait son travail. Oui. Et moi, j'ai toujours pensé que la Sûreté du Québec était une force de police qui avait de police et de sécurité, qui avait des gens à l'intérieur extrêmement dévoués, extrêmement consciencieux, qui ne sont pas à l'abri d'une erreur comme n'importe quel citoyen, n'importe qui dans son entreprise, dans ses activités, mais qui essayent de faire leur travail le plus consciencieusement possible et qui, comme les citoyens du Québec en général, en avaient aussi, je vais parler un mot un peu direct, qui en avaient ras-le-bol de toute cette situation qui perdurait. C'est ce que je veux dire sur le départ. Maintenant, sur les papiers,
ils nous le diront à un moment donné ce qu'ils ont vraiment cherché, ce qu'ils ont vraiment trouvé. Ils nous le diront dans le sens que ça fait partie certainement des dossiers qu'ils montent en vue de différentes accusations. Moi, je fais confiance au système. Puis lorsque souvent on dit, ben, vous savez, les policiers, ils font pas ci, ils font pas ça, enfin, on a un peu certains nombre de citoyens peuvent des fois être cyniques vis-à-vis d'eux. Mais je crois que là, ils viennent de nous envoyer un message à l'effet qu'ils sont consciencieux, ils font leur travail et il faut leur donner, bien sûr, la chance de pouvoir le faire. S'abstenir de faire des critiques un peu comme gérant d'estrade, dans le style ils sont venus à 125 et puis il était peut-être trop, puis ci ou ça. Je pense qu'ils sont assez brillants pour juger d'eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. Et nous, comme population, et aussi comme hommes ou femmes politiques, eh bien, je crois qu'on se doit de les supporter jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Absolument. Moi, on ne peut pas leur reprocher de manquer de rigueur. Ben, de rigueur et puis de dynamisme, je dirais. Oui, tout à fait. On poursuit notre premier tour de table. Merci Jean-Claude. Jean-Bernard. Ben, pour pousser encore plus loin la réflexion de Jean-Claude, j'ai quand même l'impression que l'UPAC est poussé dans le dos par les travaux de la commission. C'est-à-dire qu'on a souvent reproché vers la fin du règne libéral, en fait, on a reproché aux libéraux d'avoir trop attendu avant de déclencher cette commission d'enquête-là. Alors, j'ai l'impression que les enquêteurs sont eux autres aussi un peu poussés par les faits parce que, oui, on doit garder les preuves, les documents un certain nombre d'années. Il y a plein de dispositions légales, mais on s'entend très bien. Le bac de recyclage ou la poubelle ou le déchiqueteur passe souvent très vite lorsqu'on veut faire disparaître des choses. Alors, ça, c'est une chose. Je veux également revenir sur la frappe de l'UPAC à l'hôtel de Ville de Montréal. Ça a quand même frappé l'imaginaire. C'est-à-dire, imaginez-vous, là, fonctionnaire, 11h30 ou 10h30, à l'intercom, tout le monde, laissez vos papiers sur le bureau, sortez calmement, la journée est terminée en boucle. J'ai comme l'impression, ça me fait penser à des slogans de propagande dans certains régimes politiques. Et c'est pas l'alerte de feu, mais on aurait souhaité, dans certains cas, pour certaines personnes, que ce ne soit que l'alerte de feu. Exactement, mais moi je trouve que ça frappe l'imaginaire. Déjà que les fonctionnaires, en général, sont victimes de plusieurs critiques acerbes qui sont souvent pas très justifiées à leur endroit. Mais là, en plus de ça, on vient sur leur milieu de travail, on demande à tout le monde de quitter. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ça doit être quand même une épreuve stressante puis marquante comme professionnel. Même ceux qui n'auraient rien à se reprocher également. Finalement. Alors, parce que c'est vrai que ça peut être traumatisant. La très grande majorité des fonctionnaires, si ce n'est pas presque les fonctionnaires, je parle qui font leur travail quotidiennement à l'hôtel de ville, ce sont des gens honnêtes, des gens intègres qui ont à cœur le fonctionnement du système. Voilà. J'ai été trop longtemps dans l'administration, dans la politique pour me rendre compte que les gens sont généralement dévoués à condition que le pouvoir, ceux qui dirigent, le soient aussi, et qu'ils soient capables de les motiver et de les envoyer vers un but, vers un objectif qui est de donner des services à la population. Mais Jean-Claude, moi je rajouterais autre chose. Il y a quand même la méfiance, je pense, à travers les corps de police. C'est-à-dire, on touche à quelque chose qui peut potentiellement être tellement profond au niveau de la corruption et de la mafia. Rappelez-vous à Laval, on n'a pas consulté les policiers à Laval. Les interventions à Montréal, je suis pas certain que la police de Montréal a été impliquée ou en fait peut-être un peu à la dernière minute. Alors il y a de la méfiance de la part des corps policiers par crainte d'infiltration, par crainte finalement que les gens soient au courant des opérations. On vise quoi avec ces opérations-là? C'est l'effet de surprise. Voilà. L'effet de surprise. Est-ce qu'on peut se poser la question, et on va laisser d'abord aller Florent Michelot là-dessus, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que la police, je pense à la police en tant que telle, doit-elle être informée, justement, si on veut tout cacher, la police, je pense à la police municipale, entre autres, dans un dossier comme celui-là? Je pense que la question est intéressante. Florent? Oui. Alors, tout d'abord, je souhaitais revenir sur un point précis concernant les délais. De mon point de vue, ils sont excessivement courts. De mémoire, les lois 115 à 120 qui ont été adoptées en décembre 2010 portent les délais de prescription à 5 ans en termes de fraude, en termes de financement politique. 5 ans, c'est très rapide. On parle de 2008, c'est-à-dire à la veille des dernières élections municipales, par exemple. Ouais. Sachant que les gros des problèmes se sont déroulés autour de 2002-2003. On peut considérer que sur le plan du financement des partis politiques, il va être très difficile d'intervenir sur le plan légal.
et je ne parle pas évidemment des questions de mafia, de corruption, etc. C'est un autre pan. Bon, pour ce qui est de la venue à l'Hôtel de Ville de Montréal, on espère à chaque fois que ça va être un petit peu la queue de la comète, mais elle n'arrête pas de se prolonger, ça arrive constamment. Et pour reprendre ce que disait Jean-Bernard, effectivement, ça a dû être tout à fait violent, cette expérience-là, pour les fonctionnaires, aussi pour les élus. Les gens ont été évacués de façon manu militari. Je suis pas en train de dire que c'était pas légitime, hein, mais c'est un fait. Comme le disait Jean-Bernard, effectivement, les fonctionnaires depuis déjà plusieurs mois sont dans une situation extrêmement précaire. Plusieurs articles de journaux ont fait état de fonctionnaires qui sont en dépression, particulièrement ceux qui sont en contact direct avec la clientèle et qui sont victimes dans le meilleur des cas, de blagues déplacées, dans le pire des cas, d'insultes de la part de citoyens. Ouais. Alors oui, c'est assez compliqué. Là encore, la problématique, de mon point de vue, n'est pas en termes de méthode judiciaire, mais plus en termes de traitement médiatique de l'information. Très rapidement, dès lors que l'UPAC est intervenu sur les lieux de l'hôtel de ville et dans les différents arrondissements, on a eu des images de premier choix dans les médias. Bon, vous allez me dire liberté de la presse, très certainement, mais imaginez un petit peu cette confusion mentale que l'on entretient auprès des auditeurs, parce que voilà, on a des images sans mise en contexte, donc sujettes à tout type d'interprétation. Moi, à mon avis, c'est assez problématique. Le dernier point qu'avançait Jean-Bernard est intéressant à l'égard de l'imputabilité du SPVM. Est-ce qu'ils ont été mis au courant? Probablement pas, c'est vrai. À titre personnel, moi je crois que, je plaide pour un grand corps unique de police nationale, et non pas des espèces de police municipale qui dérogent à certaines règles et qui, par ailleurs, sont sous la responsabilité du conseil municipal. Il y a une espèce de confusion des pouvoirs. Ben voilà, ça devient compliqué un peu problématique. Ouais. Le principe même de séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif et le législatif est complètement oublié dans ce cas-là. Donc voilà, peut-être une réflexion à avoir dans les prochains mois. Très bien. Lisette, qu'est-ce qu'on pense de ça, justement? Est-ce que c'est une bonne chose, si tel est le cas, que le SPVM soit écarté pour toutes les bonnes raisons évoquées, entre autres, par nos amis ici, Jean-Bernard et Florent? Ben, je ne sais pas s'il a vraiment été écarté. C'est évident que l'UPAC a une mission bien précise, et puis je pense que son mandat va un peu au-delà des autres corps de police. Ce qui est important, c'est que, oui, les pouvoirs soient bien séparés. Quand on entendait hier des intervenants, des membres du gouvernement, leur réaction à l'égard de cette frappe de l'UPAC, celui qui a été le plus prudent, je pense, c'est le ministre de la Sécurité publique, qui a dit ils ont un travail à faire, ils font leur travail, on verra. On maintient notre confiance à l'égard des élus de Montréal pour le moment, et on verra. Alors, écoutez, c'est extrêmement compliqué, hein, tout ça. Si vous regardez, là, vous avez la Sûreté du Québec, vous avez certains corps policiers dans des villes importantes comme Québec, comme Montréal. On a vu souvent, quand il y a des bavures policières, on demande à un autre corps policier d'enquêter sur une bavure policière. C'est juste. Ça ne rassure pas nécessairement la population, qui se dit de toute façon ils vont se protéger entre chers collègues. Enfin, je m'éloigne un petit peu là, mais c'est une question, je pense, qu'il faudra analyser, qu'il faudra se poser. Je pense que c'est une question intéressante. Moi, je pense que les gens sont intéressés par une telle démarche, parce qu'on a l'impression que souvent, quand il y a trop de joueurs autour de la table, bien que le pouvoir ultime vient d'en haut, l'UPAC dans ce cas-ci, ça peut mêler les cartes. Il peut y avoir risque, comme Jean-Bernard le disait, de fuite éventuellement, et sinon, guerre de pouvoir aussi, peut-être. Maintenant, ce que Jean-Claude en pense? Bien. Tout d'abord, ma perception à moi depuis toutes ces 41 années, mais que je suis à Montréal et Laval en même temps, remarquez bien, mais c'est pareil, on traverse d'un bord à l'autre, c'est que le service de police de la ville de Montréal, par rapport à d'autres services de police qu'on peut voir dans d'autres grandes villes, est un service de police qui me semble relativement correct.
il peut y avoir à l'occasion des individus qui peuvent déroger. On a pu voir la démission là, de l'ancien directeur, qui n'a jamais été totalement éclaircie. Mais ceci étant dit, je crois qu'on peut leur faire confiance. Maintenant, ceci étant dit, l'UPAC a une mission à accomplir. C'est la Sûreté du Québec qui mène le show, comme on dirait. Voilà. Ils ont besoin d'un certain secret, certaine discrétion. Et est-ce que c'est nécessaire d'impliquer les autres corps policiers? On se rappellera l'opération Colisée. Oui. L'opération Colisée, moi je me souviens très bien avoir vu à la télévision et avoir parlé avec un policier à un moment donné qui m'expliquait. Les voitures de la police de Laval sont arrivées le matin pour se mettre sur le bord des routes, simplement. Okay. Mais ils n'étaient pas impliqués dans cette enquête. Personne n'a trouvé rien à redire cela. Pourquoi? C'est une enquête d'un autre niveau. Et ils avaient un mandat spécifique, comme l'UPAC semble l'avoir. Alors, donc, ils ont collaboré, mais n'avaient pas le mandat ultime. J'imagine que il y a quand même des canaux de communication qui doivent exister, extrêmement discrets. Maintenant, en ce qui concerne la séparation du pouvoir, bon, on parle du judiciaire, on parle du législatif, il est vrai que ça existe, mais les corps policiers dépendront toujours des gouvernements. Qu'on le veuille, qu'on n'aime pas cela. La Sûreté du Québec dépendra toujours du gouvernement du Québec. La police de Montréal, celle de Laval et d'autres. Sauf dans les petites municipalités où la Sûreté du Québec a remplacé les petits corps de police pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de proximité que je comprends très bien. Par contre, nous sommes dans des grandes métropoles et je crois que ça va rester comme ça. N'oublions pas en même temps que ces corps policiers, pour agir, sont assujettis à la loi et à des décisions de juges. Ils ne peuvent pas faire une opération comme celle qu'ils ont fait hier sans avoir l'autorisation d'un juge. Des fois, les juges vont donner une autorisation puis l'enquête amène à rien. Bon, ils se sont trompés, mais c'est pas grave. Ils l'ont fait pareil. Ça peut arriver. Et quelquefois, et même assez souvent, ça arrive que s'ils étaient en plein dans leur objectif et un juge doit l'apprécier. Est-ce que ça doit être juste un juge? Est-ce qu'il devrait avoir 2, 3? Je ne le sais pas. Il faudrait se poser la question et peut-être qu'il y a des gens qui pourraient nous éclairer là-dessus. Mais ceci étant dit, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes et ils ne sont pas livrés au pouvoir municipal comme tel. Il peut arriver qu'un... Jean-Claude, c'est justement le problème, c'est-à-dire lorsque la criminalité ou la corruption touche les ordres de gouvernement dont tu fais mention, ben c'est justement là où ça devient plus difficile pour la police de Montréal d'enquêter sur l'administration de Montréal, parce que là, dans l'imaginaire à la fois de la population et à la fois dans toute la mécanique de recherche de vérité, de criminels et de coupables, il y a une apparence de conflit d'intérêts. Alors, l'UPAC joue aussi, à mon avis, cette forme de cellule-là d'apparence un peu indépendante, même si elle est liée avec la Sûreté du Québec. Mais rappelez-vous les films de police classiques, là. On invite tout le temps un ex-policier ou un policier, on lui enlève sa badge et on lui dit « Tu vas enquêter secrètement sur tel dossier, t'es lié à aucun corps de police et si jamais il t'arrive quelque chose, ben tant pis, on ira pas à ta rescousse. » Mais c'est un peu ça, parce qu'on a tellement peur finalement de qui parle à qui est infiltré à quoi. Mais on me posait la question hier, puis j'aimerais peut-être entendre votre opinion là-dessus. On me posait la question hier, finalement, est-ce que la commission d'enquête a sa pertinence et les interventions de l'UPAC? Et rapidement, je répondais oui. Je pense que du jour au lendemain, c'est-à-dire en peu de mois, les gens se tiennent sur un fil très mince et dans les administrations et même les entrepreneurs de la construction et ainsi de suite, j'ai bien l'impression, quand on a vu que les contrats diminuaient de 30% là, rapidement, c'est parce que ça a un effet. Alors, la question de la permanence d'une commission d'enquête sur ces choses-là, peut-être pas simplement liée à la construction parce qu'il y a d'autres domaines, mais ça crée un sentiment de... En tout cas, ça atteint certains objectifs. C'est-à-dire les gens font attention, puis finalement, on en a peut-être plus pour notre argent. Et le niveau de confiance qu'il en avait bien besoin, peut-être reprendre du poids de la bête. Tout juste avant la pause. Oui, vous lisez d'abord? Je pense qu'il va falloir que la commission Charbonneau donne des résultats. Oui, par exemple. Et rapidement. Il ne faudra pas tout simplement là, qu'il y ait un autre beau rapport et puis que... alors, pour que les gens reprennent confiance, il va falloir que ça donne quelque chose et puis qu'on soit capable d'endiguer ce fléau. Ça n'a aucun sens.
peut-être que ça prendra vraiment une espèce de commission d'incorruptible permanente. Mm-hmm. Mais est-ce qu'elle perdrait de son lustre si elle était permanente? Est-ce qu'elle deviendrait un peu inutile? Mais ça ne pourrait pas avoir le même mandat et la même forme. Là. La question n'est pas d'avoir quelque chose qui est nécessairement public, visible, mais il faut développer une expertise nationale en termes de lutte contre la corruption. Une autorité compétente. Ouais. Ce qui a fait chuter très fortement les contrats il y a de cela 2 ou 3 ans, c'est parce que soudainement ça a été mis à jour, c'est vrai, et qu'il y a eu quelques ajustements en termes de distribution des contrats des collectivités, mais reste que la mafia, on sait comment elle fonctionne maintenant depuis déjà plusieurs années, et elle est toujours à la recherche de nouveaux moyens de contourner la loi. Donc voilà, il faut qu'on développe cette expertise de la même manière que l'experte italienne, dont je me souviens plus le nom, avait exposé au tout début de la commission Charbonneau. Voilà. Alors, on va s'arrêter le temps d'une courte pause en vous rappelant, chers amis, que vous écoutez Jeunes Loups et Vieux Lions. Nous sommes en direct du complexe des Jardins.